que l'Alsace fasse partie de cette Allemagne dont il rêve depuis le début, une Allemagne démocratique et socialiste. Donc, j'en reparlerai la prochaine fois. Je me suis arrêté au 9 novembre dans l'idéal, mais il avait envie de ça. Et donc, s'il voulait envoyer les marins à Strasbourg, c'est bien pour cette raison-là, parce que tout était possible. Tout paraissait possible. Mais les marins sont venus à Strasbourg parce qu'il y avait les Alsaciens, c'est ça? Oui. Alors, bon, cette opération n'a pas réussi parce que très très rapidement à Berlin, les choses se sont... Oui, ça n'a pas du tout. Et pour parler en 1917 pour la paix avec Clémenceau où Clémenceau avait dit non, alors qu'il y avait Charles, l'empereur d'Allemagne, qui était pour une paix, mais il y avait la question de la tasse qui était... Il n'y a pas eu de... Parce que ça s'est aussi passé en Suisse, cette affaire. Mais il y a eu... le rôle de la Suisse était le suivant. C'est-à-dire, comme il y avait des gens de tous les pays, bon, Bompard, lui, avait des relations avec les socialistes français, Renoudel, Thomas. Schickele avait des relations avec des socialistes oppositionnels allemands comme Hugo Hase. Et voilà, et le Bund Neues Vaterland. Et donc, Schickele a une parfaite connaissance de la politique française. Parce qu'il faut se souvenir que ces essais-là, c'est la 3e série d'essais que publie Schickele. Il avait déjà publié en 1909 ou 1910, il avait déjà publié ses reportages, en fait, des essais sur la vie parisienne. Alors, il y avait des essais qui portaient sur la culture, la vie quotidienne, et il y avait des essais qui portaient aussi sur la vie politique. Et Schickele, quand on regarde ses œuvres complètes, très très souvent, il parle de personnages politiques. Il y a d'ailleurs un texte qui est très bien à la fin de Paris Reise, dont je parlerai la prochaine fois, où Schickele explique comment il appréhende les hommes politiques. Comment il appréhende et comment, parce que tout le monde s'étonne, mais pourquoi vous les connaissez si bien? Et puis il dit, oui, mais c'est comme des amis. Ils se déplacent toujours de la même façon. Mais c'est pas la Paris Reise du théâtre dialectal. Tu permettais quand même. L'histoire de 17, là, il n'en parle pas du tout. Comment? Non, mais tous les projets de paix sont commentés par... Ce n'était pas le sujet, je voulais simplement montrer que... Alors, ce serait l'objet d'une conférence très très précise, mais je voulais simplement montrer par quelques exemples que l'Alsace était brillée un petit peu par son absence, mais était là en creux. Et que, voilà. Mais comme ça a été publié en décembre et ensuite en 1919, le texte, c'était déjà raté pour l'Alsace. Mais l'idéal pouvait rester l'idéal socialiste, l'idéal... Tu as évoqué la grosse question de la violence révolutionnaire. Et bon, en écoutant la citation là de Schickele, qui en gros dit que si on rêve d'un monde meilleur, surtout si on cherche à le réaliser, on risque l'enfer. Alors, vu qu'il a dit ça en 18, on peut dire que c'est assez prémonitoire, parce qu'effectivement, l'Union soviétique est devenue cet enfer pour la population. Enfin, elle est devenue, après la période de guerre civile et après la mort de Lénine, surtout, et l'expulsion de Trotsky. Et sur la violence révolutionnaire et sur la brutalisation. C'est une grosse question, évidemment. La brutalisation, moi j'ai lu, je ne sais plus c'est quel historien qui a fait un bouquin là-dessus, qui explique que, 14-18, c'est vraiment l'exemple même de la brutalisation. Au fond, pour une affaire de concurrence entre deux impérialismes, il y a je ne sais plus combien de millions de morts, français, allemands et autres. Bien. Mais on pourrait quand même rappeler, pour ceux qui critiquent la violence révolutionnaire, que cette violence n'a pas commencé en 14-18. Si on pense simplement aux entreprises coloniales, et par exemple celle de la France,
on peut voir que cette brutalisation, et même le mot n'est pas suffisant, je trouve, quand on regarde comment l'Algérie, le peuple algérien, à partir de 1830 a été traité, les enfumades, les exécutions, les têtes décapitées. Récemment, on y a repensé parce que Daesh coupe les têtes, mais l'armée française aussi a coupé des têtes en Algérie. Et en Indochine, la même chose, et en Afrique noire, la même chose. Et puis les Britanniques et les autres, quoi. Les Portugais, etc. Donc, on peut considérer, c'est un débat, hein, évidemment, un vieux débat, mais qui est toujours d'actualité, hein, puisqu'on n'est toujours pas dans le socialisme à l'échelle, ne serait-ce que d'un seul pays, et encore moins mondial. Cette question se pose toujours, de savoir si, au fond, la violence révolutionnaire n'est pas la réponse à la violence de l'impérialisme, à la violence du capital. Hein, quand on rappelle, il en a parlé, je crois, à la Commune de Paris, là, il y a eu, je ne sais plus, 30 000 morts. Il y a des photos absolument abominables, hein, des massacres des Versaillais, comme on dit. Et donc, il me semble, moi, personnellement, que la violence révolutionnaire est toujours une riposte à une violence première que les peuples subissent. Non, mais, tout ça, Chiquelet dirait oui. Hein, et j'ai cité Peggy. Peggy, quand il dit ça, il s'adresse d'ailleurs déjà aux socialistes. Parce qu'il dit, le mouvement socialiste, après, alors qu'il y a eu cette heure de grâce de l'affaire Dreyfus, tout ça, ça se bureaucratise, etc. Bon. Et Peggy, dans ses cahiers, faisait justement des reportages sur toutes les atrocités coloniales, etc. Mais ce que dit Chiquelet, c'est qu'il faut arrêter ce cycle. Il faut arrêter cet engrenage. C'est-à-dire, il faut passer... Commencez, messieurs les bourgeois. Il faut sortir de l'œil pour œil, dent pour dent, pour aller vers autre chose. Et je crois que la démarche de Chiquelet est fondamentalement spirituelle, hein, c'est-à-dire il refuse effectivement de recourir à ces procédés. Et d'une certaine manière, je pense que si tu évoques la brutalité révolutionnaire, tu la compares avec la brutalité réactionnaire d'une certaine manière, mais il ne faut pas oublier que la brutalité révolutionnaire, finalement, elle s'est tournée contre les propres acteurs de la révolution et les propres supposés bénéficiaires de la révolution. C'est finalement toujours, je dirais, les plus faibles qui souffrent de cette violence. Il y avait après une question là-bas? Non, je me demandais juste si René Chiquelet avait des liens avec Jacques Pérotte. Vous n'avez pas parlé de Jacques Pérotte, je sais pas. Pas à ma connaissance, parce que Pérotte, si vous voulez, Chiquelet, ses liens avec le mouvement. Bon, Chiquelet voyage tout le temps. Hein. Déjà en 14, il est tout le temps en déplacement. Et Grumbach, ses liens, il les a noués à Paris. Enfin, bon, d'abord à Strasbourg à l'époque du Sturm, mais après il l'a retrouvé à Paris. Et voilà. Et les socialistes qui étaient là à Strasbourg, il aurait pu les rencontrer en 1911, mais à ma connaissance, il a écrit un ouvrage aussi sur le socialisme allemand, Jacques Pérotte, je crois. Enfin, un ami m'a dit. Semble-t-il. Je ne sais pas. Mais le socialisme allemand était très très étudié par les Français aussi, par le mouvement socialiste français. Hein. Ils voulaient comprendre. Il y a l'exemple de Charles Ambert qui... Même Jaurès a fait sa thèse sur la philosophie allemande, je crois. Oui, aussi. Sur les terres aussi. Sur les terres aussi. Charles, j'aimerais juste savoir ce Salomon Grumbach, qu'est-ce qu'il a fait au congrès de Tours? Est-ce qu'il a continué sa carrière politique ou après 18 ou... Oui, il n'a pas adhéré au Parti communiste, mais c'est devenu un responsable socialiste. SFI aussi, SFI. Un cadre très très important. Il y a 3 pages dans la biographie. Il a joué un rôle non négligeable dans la vie politique, disons, alsacienne. Oui, il a été élu aussi. Il a eu à Strasbourg. Dans le Haut-Rhin. Dans le Haut-Rhin.
Et on le cite à plusieurs reprises dans les livres de Kleinschmager sur la géopolitique de l'Alsace. C'est pas bon, c'est une référence ou pas, hein. Mais en tout cas, il est cité à plusieurs reprises dans l'introduction et on parle de lui. Non, c'est un très bon connaisseur et Grumbach n'a pas écrit que sur Brest-Litovsk. Il a écrit aussi, il a fait tout un, alors il a fait un pavé comme ça, où il a recensé tout ce qu'il y avait dans la presse allemande, parce qu'il parle l'allemand, donc c'est un grand avantage pour ce socialiste français. Il a fait vraiment toute une recension de tous les écrits pan-germanistes, mais dans tous les milieux. Les écrits, les discours et tout. Enfin, c'est un livre qu'on peut consulter à la bibliothèque. Est-ce que Schickele y figure dans le Métron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier? Oui. Oui. Ah oui, parce qu'on va en parler, hein, Françoise Olivier Hutin. On va en parler là, dans notre programme, c'est prévu. Je crois qu'il faut peut-être se reconcentrer sur Schickele et sur sa position. Je crois qu'il sa démarche consiste à essayer de se placer au-dessus des conflits proprement politiques et partisans. Son socialisme est d'une certaine manière, il le dit lui-même, une démarche presque spirituelle. Hein. De ce point de vue-là, c'est un utopiste. Il ne participe pas à des manœuvres dans telle ou telle direction. Il attend quelque chose qui est l'avènement de... Je veux dire, l'esprit, c'est ce que ça veut dire. Parce que, je veux dire, quand il dit spirituel, c'est vraiment un arrachage. Parce que, c'est pour ça que j'ai insisté sur ce côté, sur ce non-dit. Il participe, au contraire, à un tas de choses. Il ne garde pas les mains propres. Il participe à un tas de choses, mais il essaye en permanence, il s'explique souvent, parce qu'on lui demande, il essaye en permanence de garder la même boussole, comment je peux faire au milieu de la guerre pour préparer une Europe démocratique et socialiste demain. Et ces passages de littérature dont j'ai lu des extraits, c'est vraiment une spiritualisation, mais de quelque chose d'autre. En dessous, il y a toute cette boue de la guerre. C'est pas la grande abstraction, et on le voit. C'est pas pour rien Schickele, pendant l'époque suisse, et il boit. Il est plusieurs fois régulièrement chez Binswanger, j'en ai parlé la dernière fois. Il fait des dépressions. Enfin, il y a ce livre de Brunner, Freundes waren elende Zeit, qui est d'ailleurs une citation, le titre est une citation d'Armand de Novembre. C'est pas facile. Hein, et il fait ce qu'il peut dans cette situation-là. Et quand il raconte, et quand il parle de son idéal, c'est parce qu'il connaît. Il aimerait que les bolcheviks réussissent, il essaye de les convaincre, mais quand il n'arrive pas, voilà. Il est véritablement socialiste, et c'est son idéal depuis le début. C'est quelqu'un qui ne se satisfait pas Alors j'aurais pu vous lire d'autres extraits, il y a des extraits sur les bourgeois, sur la vie bourgeoise, qui critique et qui caricature. Enfin, c'est très fort. Ce qu'il faudrait souhaiter, c'est un romancier qui permette de faire connaître ça de façon plus large. Il faut faire un roman, là. Il faut simplement déjà lire les textes. Il faudrait que, pour l'instant, ce texte-là, il y a d'autres textes qui ont été republiés en lui, mais ce texte-là n'a pas été republié. On refoule aussi. J'ai dit c'est une date de l'histoire, mais c'est une date en permanence refoulée. Personne en Allemagne, enfin pas grand monde en Allemagne, n'a envie que l'on parle de cette utopie. Et il est traduit en français? Alors, il est... Non, mais là, il est en français. Tu es en train de le faire? Non. Oui. Juste
Juste une question, est-ce qu'il y a une... Ah, pardon, quelqu'un d'autre?